Bonjour à tous, bienvenue à cette quatrième séance de notre cours d'économie générale. Ce quatrième séance porte sur notamment la monnaie et le financement de l'économie, qui est le chapitre 4 de notre cours d'économie générale. D'entrée de jeu, nous allons essayer de définir le concept de monnaie. En termes de définition, on peut retenir la définition de Raymond Barre, qui est, entre guillemets, la définition la plus connue, qui stipule tout simplement que la monnaie est un bien d'échange généralement accepté au sein d'une communauté de paiement. Donc, la monnaie, c'est deux choses alors, selon Raymond Barre. D'abord, ça doit être un bien d'échange. Et ensuite, ça doit être accepté au sein d'une communauté de paiement. Donc, pour parler de la notion de confiance. La monnaie aussi a des fonctions. Autrement dit, la monnaie est un intermédiaire dans les échanges. La monnaie est une unité de compte. Et la monnaie est une réserve de valeur. Maintenant, faisons un aperçu sur ces différentes fonctions de la monnaie. La première fonction, c'est la fonction d'intermédiaire dans les échanges. Cette fonction veut dire quoi? Elle veut dire tout simplement que tous les biens s'échangent contre la monnaie. Autrement dit, si vous avez en possession de la monnaie, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Donc, c'est une fonction qui est très très importante, surtout si on imagine une économie de troc. Donc, si on imagine une économie de troc, on va se rendre compte que cette fonction va permettre de rendre les transactions plus rapides et aussi de diminuer ce qu'on appelle les coûts de transaction. Voilà. Donc, cette fonction d'intermédiaire des échanges nous permet de nous rendre compte que tous les biens peuvent s'échanger contre de la monnaie. Donc, elle est très importante, surtout si on était dans une démarche d'une économie sans monnaie. Donc, cette fonction de la monnaie va beaucoup nous aider à pouvoir rendre les transactions plus rapides et aussi de diminuer les coûts de transaction. Nous allons passer à notre deuxième fonction de la monnaie, la fonction d'unité de compte. Cette fonction d'unité de compte signifie que les biens et les services sont exprimés en monnaie. Donc, ça veut dire tout simplement que la monnaie est l'unité de mesure de la valeur d'un bien. Autrement dit, si vous allez dans un magasin ou dans des supermarchés, généralement les prix sont fixés en monnaie. On va vous dire qu'une chemise coûte 2000 francs, une robe coûte 4000 francs, ainsi de suite. Donc, cette fonction elle est très importante parce que dans la mesure où elle permet de diminuer le nombre de prix fixés sur le marché. Voilà, comparé à une économie de troc. Voilà. Parce qu'une économie de troc, il faut que votre voisin à qui vous voulez faire l'échange ait exactement la chose que vous voulez. Autrement dit, si un médecin veut soigner quelqu'un, et que si le médecin n'a pas besoin, par exemple, de 1000, vous n'allez pas être soigné. Donc, dans l'économie de troc, ça se passait comme ça. Il faut que le désir d'échange existe en fonction du bien que chacun possède. Donc, c'est extrêmement important. Alors qu'ici, vu que tous les prix des biens sont fixés en monnaie, donc ça facilite l'échange. Maintenant, nous allons passer à la dernière fonction de la monnaie, qu'on appelle la fonction de réserve de valeur. Donc, elle signifie tout simplement que lorsque vous détenez de la monnaie, vous détenez une réserve de pouvoir d'achat. Donc, vous pouvez effectuer des dépenses immédiatement ou même dans le futur. Donc, mais le problème de cette fonction, la monnaie qui est détenue peut perdre sa valeur si les prix des biens augmentent, par exemple. Voilà. Donc, surtout si vous êtes dans un système où la monnaie, vous êtes dans un système de change flexible, où la valeur de la monnaie peut augmenter ou diminuer selon les règles du marché. Ensuite, on va passer maintenant aux formes de monnaie. Dans les formes de monnaie, on commence par la monnaie manuelle. Elle est constituée par les billets de banque.
Elle est constituée par les billets de banque, ou qu'on appelle aussi monnaie fiduciaire, qui est généralement basée sur la confiance. Et également par les pièces de monnaie, qu'on appelle généralement la monnaie divisionnaire, qui est destinée au paiement de petites sommes. Euh, Ensuite, à côté de cela, nous avons la monnaie scripturale. Donc, quand on parle de monnaie scripturale, c'est une monnaie qui est matérialisée par les écritures auprès des banques et les centres de chèques postaux. Voilà. Et ensuite, vous avez également les dépôts à vue des particuliers et des entreprises qui sont souvent utilisables grâce aux chèques et aux cartes bancaires et également aux virements. Voilà. Maintenant, on passe à la mesure de la monnaie. La monnaie peut être mesurée en deux sens. Le premier sens, on appelle ça le sens restreint, qu'on appelle généralement la disponibilité monétaire. Donc, cette masse monétaire M égale billets et pièces plus dépôt à vue. On vient de voir tout à l'heure qu'on parle de monnaie manuelle, c'est les billets et pièces, et les dépôts à vue, c'est la monnaie scripturale. Donc, l'ensemble constitue ce qu'on appelle la disponibilité monétaire. Ensuite, on va passer à la monnaie au sens large, ou la masse monétaire. Quand on parle de monnaie au sens large, ou au sens restreint du moins, la monnaie au sens large, ou la masse monétaire, égale à la monnaie au sens restreint, plus les quasi-monnaies. Donc, les quasi-monnaies, c'est généralement les substituts qui sont très proches de la monnaie, comme les dépôts à terme. Voilà. Maintenant, on va passer à la création monétaire. Dans la création monétaire, il faut retenir que la monnaie en circulation dans un pays provient principalement du système banque commerciale et banque centrale. Maintenant, cette monnaie est créée grâce à des contreparties qu'on verra tout à l'heure. Et il faut reconnaître que les banques commerciales occupent une place extrêmement importante dans cette création monétaire. Donc, la première création monétaire peut se faire à travers ce qu'on appelle les avoirs en or et en devises ou avoirs extérieurs. Ces avoirs extérieurs, c'est généralement les monnaies des pays, les devises d'abord. Les devises, c'est les monnaies des pays qui ont très généralement une place extrêmement importante, très importante dans le commerce international. On peut citer le dollar, l'euro, le yen japonais, le yuan chinois, le livre sterling, le rouble russe. Voilà. Très généralement, pour comprendre un peu comment ce processus fonctionne, je donne un exemple, par exemple, lors du festival sur le Niger, vous voyez que les touristes viennent à Ségou, et quand les touristes viennent, généralement, ils viennent avec la monnaie étrangère. Donc, une fois qu'ils échangent à Ségou ou je ne sais pas, à l'aéroport, en francs CFA, on suppose en économie qu'il y a eu une nouvelle création monétaire. Donc, les devises, généralement, contribuent à la création monétaire, à augmenter la quantité de monnaie. Ensuite, nous avons les créances sur le trésor ou la position nette du gouvernement. Le trésor, c'est généralement l'organe financier de l'État, parce que le trésor est chargé de percevoir les impôts et d'effectuer les dépenses de l'État. Mais cependant, il peut y avoir des décalages entre les dépenses à effectuer et les entrées des ressources, notamment les impôts. Et cela va obliger l'État à s'endetter auprès des banques. Donc la monnaie peut ainsi être créée lorsque on accorde des crédits à l'État. Donc les créances sur le trésor ou la position nette du gouvernement, c'est lorsque généralement il y a des décalages entre les dépenses et les ressources de l'État, et cela pousse l'État à aller sur le marché et s'endetter auprès des banques commerciales. Voilà. Ensuite, il y a le crédit à l'économie. Donc, c'est très généralement les crédits accordés par les banques aux particuliers et aux entreprises. Donc, ces crédits, dans la théorie, on dit que ça représente la contrepartie la plus importante en milliards de francs CFA dans une économie. Maintenant, en termes de remarques, les créances sur le trésor ou la position nette du gouvernement et les crédits à l'économie constituent dans l'économie ce qu'on appelle le crédit intérieur. Et les contreparties de la masse monétaire figurent toujours à l'actif du bilan du système bancaire. Ce qui m'amène à introduire ce qu'on appelle le bilan simplifié de la banque centrale. Donc, dans le bilan simplifié de la banque centrale, l'actif de la banque centrale, c'est l'or et devises, c'est la créance sur le trésor, également c'est le crédit à l'économie. Et le passif de la banque centrale, c'est les billets et pièces, plus les réserves des banques commerciales. Et quand on prend aussi le bilan de la banque commerciale, quand on parle de banque commerciale dans notre contexte par exemple, quand on parle de banque centrale dans notre contexte, ça peut être la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et quand on parle de banque commerciale, c'est toutes les banques commerciales que vous connaissez, notamment Ecobank, BNDA, BCIC, etc. Donc, pour ces banques commerciales, les bilans simplifiés,
Elles mettent les réserves des clients à l'actif, la créance sur le trésor, le crédit à l'économie. Et les passifs des banques commerciales, c'est les dépôts à vue et les dépôts à terme. Et très généralement, on essaie de faire le bilan consolidé, c'est-à-dire on va faire la somme des actifs, banque centrale, banque commerciale, la somme des passifs, banque centrale, banque commerciale. Et cela nous donne que le total actif égale total passif et on pourra simplifier par les réserves. Donc il va rester hors et devises plus créance sur le trésor plus crédit à l'économie égale à billets et pièces plus dépôt à vue plus dépôt à terme. Maintenant, quel peut être le rôle de ces banques commerciales dans la création monétaire? C'est généralement à travers les opérations de crédit. La création de la monnaie se fait généralement à travers les opérations de crédit. Donc la banque commerciale, pour créer la monnaie dans une économie, elle passe par des opérations de crédit. Et on peut visualiser cette création de monnaie à travers, en présence ou en absence d'une préférence pour les billets. Pour la première année, pour la licence, pour le semestre 1, nous allons beaucoup nous focaliser sur l'absence d'une préférence pour le billet. Mais dans le cours de macroéconomie monétaire, on va revenir sur lorsque le client a une préférence pour les billets. Donc, s'il n'y a pas de préférence pour les billets, donc ça veut dire que les agents économiques vont utiliser la monnaie scripturale. Donc, si on prend un exemple, par exemple, une banque A est seule dans l'économie, elle reçoit un dépôt d'un client de 100 000 francs, d'un client X, au taux de réserve. Il manque au taux de réserve de 20%. Maintenant, comment la banque va utiliser les 100 000 francs du dépôt de ce client pour pouvoir se faire de l'argent? Très généralement, on regarde l'évolution du crédit et la variation des crédits totaux. Donc, comme je disais tantôt, nous pouvons... Donc, cette création monétaire peut être visualisée à travers un tableau d'opération de crédit. Et généralement, ici, on fait 4 colonnes où on a la période, la variation des dépôts, la variation des réserves de précaution et la variation de crédit. Qu'est-ce qui se passe concrètement? On suppose que le client 1 est venu déposer 100 000 francs à la banque. Et qu'est-ce que la banque fait? La banque va prendre la précaution de mettre en réserve une partie du dépôt. Si par exemple le taux de réserve fait 20%, donc on va appliquer 20% de 100, ça nous donne 20. Donc on fait 100 moins 20, ça nous donne 80. Et ce 80 est donné à crédit à un autre client, 2, à la deuxième période. Et la banque va considérer les 80 000 francs comme un nouveau dépôt. Et ensuite, elle va appliquer les 20% sur les 80. Et ça lui donne 16. Et elle fait 80 moins 16, et les 64 est donné à un autre client. Et le dépôt de cet autre client, et ce 64 est considéré comme un autre dépôt pour ce nouveau client. Et les 64, on fait le même processus. On applique 20% de 64, ça fait 12,8. Et on fait 64 moins 12,8, 51,2. C'est à donner à crédit à un autre client, numéro 4. Ainsi de suite. Ce qui se passe dans la pratique, c'est que la banque va continuer le même processus jusqu'à ce que la variation des réserves de précaution totale soit égale à 100. Donc, une fois qu'on a cette hypothèse, on peut avoir le reste des montants. Parce qu'on sait que pour avoir 100, on fait R fois variation du dépôt total. Donc, ça va nous permettre d'avoir un multiplicateur qu'on appelle 1 sur R. Donc, le R n'est rien d'autre que les réserves de précaution. Donc, le multiplicateur, ça va être 1 sur 0,2. Donc, pour avoir la variation du dépôt total, on va faire 100 divisé par 0,2, ça nous donne 500. Et pour avoir la variation de crédit total, on aura 80 divisé par 0,2, ça nous donne 400. Donc, pour ce prêt de 100 000 francs, la banque aura un dépôt de 500 000 francs. La banque donnera crédit. La banque gardera pour les clients 100 000 francs et la banque donnera crédit 400 000 francs pour un dépôt de 100 000 francs. Okay? Et cela m'amène à vous introduire la politique monétaire qu'on verra dans le chapitre suivant. Savoir que la politique monétaire n'est rien d'autre qu'une politique de la banque centrale utilisant la monnaie et le crédit pour réaliser les objectifs de la politique économique. Et ces objectifs de la politique économique sont au nombre de 4, notamment la croissance économique, la stabilité des prix, l'équilibre de la balance des paiements et le plein emploi. Donc la banque centrale va essayer d'utiliser la politique monétaire pour atteindre ces différents objectifs. Et pour le prochain cours, nous allons essayer de voir ces 4 politiques. Donc nous avons généralement la politique de l'escompte, la politique d'open market, la politique des réserves obligatoires et la politique d'encadrement de crédit. Donc je vous remercie. Merci.